Imaginez un instant que vous êtes pilote de chasse britannique en 1940. Vous volez tranquillement au-dessus de la Manche lorsque soudain apparaît devant vous quelque chose qui ne devrait absolument pas exister dans le ciel. Un avion allemand, mais pas comme les autres. Sa cabine vitrée est décalée sur le côté droit, son moteur tourne tout seul sur la gauche et l'ensemble ressemble à deux machines différentes soudées ensemble par erreur. Votre première pensée est que ce pilote allemand a perdu la moitié de son appareil en combat. Mais non, cette horreur vole parfaitement droit et semble même vous observer avec une facilité déconcertante. Vous venez de croiser le Blohm & Voss 141, l'avion le plus fou jamais conçu pendant la Seconde Guerre mondiale, et probablement de toute l'histoire de l'aviation militaire. Cette machine tordue était le rêve absolu d'un homme considéré comme dangereux par ses propres supérieurs. Richard Vogt, ingénieur aéronautique allemand au caractère impossible, avait passé plus de 10 années à concevoir des avions avant de rejoindre la compagnie Blohm & Voss. Cet ancien fantassin de la Première Guerre mondiale devenu aviateur possédait une vision qui terrifiait l'establishment aéronautique allemand. Là où tous voyaient des règles immuables de la physique, lui voyait des opportunités de tout casser. Ambitieux jusqu'à l'arrogance, il refusait catégoriquement de suivre les conventions de l'industrie. Ses collègues le décrivaient comme un obsédé qui travaillait jour et nuit sur des croquis incompréhensibles, remplissant des carnets entiers de calculs que personne d'autre ne comprenait. Vogt croyait fermement que l'aviation commerciale remplacerait un jour les ferries et les lignes maritimes pour transporter les passagers entre continents. Cette conviction le poussait à repenser complètement la structure même des avions. En 1938, le ministère de l'aviation allemand lance un concours crucial. Le Troisième Reich cherche désespérément un avion de reconnaissance monoplace à moteur unique, capable d'offrir une visibilité exceptionnelle pour espionner les positions ennemies. Les spécifications sont claires et non négociables. Un seul moteur pour économiser les ressources, 3 membres d'équipage et surtout une vue panoramique impossible à obtenir avec les cockpits conventionnels coincés derrière d'énormes moteurs radio. 2 géants de l'aéronautique allemande répondent à l'appel. Focke-Wulf et Arado soumettent leurs propositions et les 2 entreprises trichent effrontément en présentant des designs bimoteurs qui violent totalement les exigences du concours. Le ministère ferme les yeux parce que ces avions semblent fonctionner correctement sur le papier. Mais Richard Vogt n'a même pas été invité à participer. Son employeur, Blohm & Voss, est connu pour fabriquer des hydravions et des bateaux, pas des avions de reconnaissance terrestre. Le ministère a déjà promis le contrat à Arado pour leur modèle 198, favorisé par les officiels haut placés. Vogt s'en moque complètement. Il travaille déjà en secret sur son projet passion depuis des mois, utilisant les ressources de Blohm & Voss sans autorisation officielle. Son idée est si radicale qu'il sait que personne ne la financerait si on lui demandait d'abord la permission. Il dessine un avion complètement asymétrique, où le poids serait réparti différemment de tout ce qui existe. La logique de Vogt était implacable et brillante. Les avions conventionnels souffraient tous des mêmes problèmes catastrophiques. Le cockpit, placé derrière le moteur, offrait une visibilité pathétique vers le haut et l'arrière. Le couple moteur faisait constamment dériver l'avion sur le côté, forçant les pilotes à compenser en permanence cette torsion énervante. Le mouvement circulaire de l'hélice créait un flux d'air turbulent qui frappait la gouverne de direction avec violence, rendant les commandes imprévisibles. Et par-dessus tout, ces avions soi-disant symétriques ne volaient jamais de manière symétrique à cause de ces forces contradictoires. Alors pourquoi s'obstiner à construire des structures symétriques si le vol ne l'était jamais ? Vogt décide de créer une asymétrie calculée qui compenserait naturellement toutes ces forces parasites. Son design final ressemble à une blague cosmique. Le fuselage principal porte uniquement le moteur radial BMW 132 et s'étend jusqu'à l'empennage. Sur le côté droit, complètement décalé,
une nacelle vitrée en plexiglas abrite le pilote, l'observateur et le mitrailleur arrière. Les ailes droites relient ces deux structures bizarres. Le plan de queue est d'abord symétrique sur le prototype, puis devient asymétrique sur les versions suivantes, quand Vogt enlève carrément la moitié droite pour améliorer encore le champ de tir du mitrailleur. Quand il soumet enfin ses plans au ministère, en participant quand même au concours, les officiels pensent à une erreur d'impression. Certains éclatent de rire. D'autres sont scandalisés par cette provocation. Le prototype 001 du Blohm & Voss 141 roule sur la piste d'essai en février 1939. Les mécaniciens présents parient entre eux que cette aberration va partir en vrille dès le décollage. Comment une machine aussi déséquilibrée pourrait-elle seulement quitter le sol sans se retourner immédiatement ? Le pilote d'essai pousse les gaz à fond, le moteur radial BMW hurle et l'avion accélère. Les ailes commencent à porter, le train d'atterrissage se soulève progressivement et contre toute attente logique, l'appareil monte droit dans le ciel de Hambourg sans la moindre embardée. Les spectateurs restent bouche bée. Cette chose vole non seulement, mais elle vole remarquablement bien, presque trop bien pour quelque chose d'aussi laid et tordu. Richard Vogt observe la scène avec un sourire satisfait qui énerve profondément les représentants du ministère venus assister aux essais. Son pari insensé fonctionne parfaitement. La répartition asymétrique du poids est compensée naturellement par la portance des ailes, exactement comme il l'avait calculé dans ses carnets. Le pilote rapporte après l'atterrissage que la visibilité depuis la nacelle vitrée dépasse tout ce qu'il a connu auparavant. Un champ de vision quasi complet vers l'avant, les côtés, le bas et même partiellement vers l'arrière grâce à l'absence totale d'obstruction par le moteur. Le mitrailleur peut couvrir un arc de tir impressionnant sans que la structure de l'avion le gêne. Pour une mission de reconnaissance, c'est absolument révolutionnaire. Pendant ce temps, les concurrents officiels du concours s'effondrent lamentablement. L'Arado 198, ce favori tant apprécié des bureaucrates du ministère, se révèle être une catastrophe volante absolue lors de ses propres tests. Les ingénieurs d'Arado ont tellement raté leur conception que le projet est purement et simplement abandonné après quelques vols désastreux. Le ministère doit admettre publiquement son erreur de jugement. Focke-Wulf remporte finalement le contrat avec son 189 UEU, un bimoteur à double poutre qui viole toujours la règle du moteur unique imposée au départ. Mais au moins, celui-là vole correctement et ne s'écrase pas au premier virage serré. Le colonel général Ernst Udet, figure légendaire de l'aviation allemande et as de la Première Guerre mondiale, avec 62 victoires confirmées, arrive sur le site d'essai du BV-141 en avril 1940. Cet homme a piloté pratiquement tous les types d'avions existants et possède un instinct infaillible pour reconnaître les machines exceptionnelles. Quand il aperçoit pour la première fois le prototype asymétrique de Vogt, il éclate de rire et demande si quelqu'un a oublié de monter la moitié droite de l'appareil. Puis, il exige de le piloter lui-même, immédiatement. Udet décolle, effectue une série de manœuvres acrobatiques complètement inappropriées pour un avion de reconnaissance et revient au sol, complètement conquis. Il déclare publiquement que le BV-141 satisfait presque toutes les exigences de la mission et mérite une chance en production. Hermann Göring, commandant suprême de la Luftwaffe et deuxième personnage le plus puissant du Reich, reste totalement incrédule face à ce projet bizarre. Pour lui, cette machine tordue représente une insulte aux traditions aéronautiques allemandes et une perte de ressources précieuses. Göring privilégie les designs conventionnels et éprouvés, pas les expériences folles d'ingénieurs arrogants comme Vogt. Il refuse catégoriquement d'approuver une production de masse, malgré l'enthousiasme débordant d'Udet. Les deux hommes s'affrontent violemment lors de réunions tendues au ministère. Udet argue que l'Allemagne doit prendre des risques pour dominer technologiquement ses ennemis.
Göring rétorque que fabriquer des avions asymétriques ralentirait dangereusement les chaînes de production habituées aux structures symétriques classiques. Malgré l'opposition féroce de Göring, le ministère autorise prudemment la construction de 3 prototypes supplémentaires et d'un lot d'évaluation de 5 appareils de version A en 1939. Les rapports officiels du 4 avril 1940 confirment que l'avion dépasse effectivement la plupart des attentes techniques, mais présente aussi des faiblesses inquiétantes. Le gouvernail subit constamment une traînée excessive qui use prématurément les mécanismes de contrôle. La nacelle vitrée, si avantageuse pour l'observation, expose terriblement l'équipage aux tirs ennemis. Une seule rafale de mitrailleuse traverserait ce plexiglas comme du papier et tuerait instantanément les 3 hommes à bord. L'aile droite doit être rallongée pour compenser le poids supplémentaire des armes et de l'équipage, créant une silhouette encore plus étrange. Néanmoins, Vogt obtient miraculeusement une commande stupéfiante de 500 exemplaires. Son rêve devient réalité. L'euphorie de la commande massive se transforme rapidement en cauchemar logistique pour Blohm & Voss. Entre 1939 et 1941, les ingénieurs travaillent frénétiquement pour préparer la production en série du BV-141. Le problème fondamental apparaît immédiatement sur les chaînes d'assemblage. Chaque ouvrier, formé depuis des années à construire des structures symétriques, doit désormais réapprendre complètement son métier pour assembler cette aberration asymétrique. Les gabarits de montage habituels ne servent à rien. Les procédures standards doivent être réécrites entièrement. Le temps nécessaire pour fabriquer un seul exemplaire explose littéralement, dépassant de loin celui requis pour produire 3 ou 4 avions conventionnels. La version B du chasseur reçoit le moteur radial BMW 801, nettement plus performant, développant 1560 chevaux contre les 900 chevaux du BMW 132 monté sur les prototypes initiaux. Cette puissance supplémentaire propulse théoriquement l'appareil à 438 km/h en vitesse maximale et lui permet d'atteindre un plafond opérationnel de 9690 mètres. L'autonomie grimpe jusqu'à 1900 km, rendant possible des missions de reconnaissance profonde en territoire ennemi. Sur le papier, ces chiffres impressionnent favorablement les stratèges militaires qui imaginent déjà des escadrilles entières de BV-141 espionnant les mouvements alliés depuis la Pologne jusqu'à la Russie. Seulement voilà, ces moteurs BMW 801 sont aussi désespérément nécessaires pour un autre programme infiniment plus prioritaire. Le Focke-Wulf 190, chasseur monoplace qui devient rapidement l'épine dorsale de la défense aérienne allemande, utilise exactement le même moteur. Chaque BMW 801 installé sur un bizarre avion de reconnaissance asymétrique représente un chasseur de moins pour protéger le ciel du Reich contre les bombardiers britanniques qui pilonnent maintenant régulièrement les villes allemandes. Les responsables de l'allocation des ressources commencent à remettre sérieusement en question la sagesse de gaspiller des moteurs si précieux sur le projet capricieux de Vogt. Walter Blohm, fondateur de l'entreprise portant son nom, espérait secrètement que le succès militaire du BV-141 ouvrirait des portes commerciales après la guerre qu'il croyait encore brève et victorieuse. Son idée fixe restait que les hydravions civils remplaceraient les ferries maritimes pour transporter des passagers entre continents. Il imaginait des versions pacifiques de ces créations asymétriques sillonnant les océans et révolutionnant le transport international. Cette vision mercantile influençait toutes les décisions de conception chez Blohm & Voss, même pour leurs projets purement militaires. Mais la réalité brutale de 1941 balayait rapidement ces fantasmes commerciaux optimistes. Le haut commandement de la Luftwaffe examine froidement les 12 exemplaires de pré-série assemblés péniblement et livrés pour évaluation finale. Ces appareils passent des semaines en tests intensifs simulant des conditions de combat réelles. Les résultats sont cruellement décevants, malgré les performances techniques respectables. Aucun pilote de chasse ne veut s'approcher de ce truc bizarre qui ressemble à une cible géante flottante. Les équipages désignés pour le piloter protestent violemment contre l'exposition suicidaire offerte par la nacelle vitrée.
Un seul passage de Messerschmitt ou de Spitfire ennemi suffirait à transformer cette serre volante en cercueil mortel pour les 3 hommes coincés dans le plexiglas. Les mitrailleurs arrière soulignent amèrement que leur excellent champ de tir ne servira strictement à rien face à des chasseurs fonçant à plus de 600 km/h. Les stocks existants de Focke-Wulf 189 UU, ce bimoteur conventionnel qui avait remporté le concours original, donnent déjà satisfaction raisonnable pour les missions de reconnaissance. Certes, la visibilité depuis le cockpit du UU reste inférieure à celle offerte par le BV-141, mais au moins les équipages survivent plus longtemps grâce à une structure moins vulnérable. Les commandants d'escadrille refusent massivement de remplacer leur UU fiable par des machines expérimentales asymétriques qui nécessitent une formation spéciale prolongée et coûtent une fortune en temps de production. Le projet ambitieux de déployer 500 BV-141 sur le front oriental pour espionner l'avancée allemande en Union soviétique ne se matérialise jamais. Pas un seul de ces avions ne participera à une mission de combat opérationnelle réelle. Les 12 appareils construits restent cantonnés au centre d'essai, où ils accumulent péniblement des heures de vol sans jamais quitter l'espace aérien allemand. Vogt assiste impuissant à l'agonie lente de son chef-d'œuvre technique, devenu inutile stratégiquement avant même d'avoir combattu. La nuit du 27 juin 1941 marque le début de la fin pour le rêve tordu de Richard Vogt. Des bombardiers britanniques, Lancaster, larguent des tonnes d'explosifs sur Brême, visant spécifiquement les installations industrielles concentrées dans cette ville portuaire stratégique. L'usine Focke-Wulf, géant de l'aéronautique allemande, reçoit plusieurs impacts directs qui pulvérisent ses halls de production principaux. Les flammes dévorent les chaînes d'assemblage du Focke-Wulf 200 Condor, ce quadrimoteur de transport longue distance utilisé personnellement par Adolf Hitler pour ses déplacements officiels et envisagé comme bombardier lourd pour soutenir l'invasion de l'Union soviétique lancée quelques jours plus tôt. Le haut commandement panique immédiatement face à cette catastrophe industrielle. Le Condor représente bien plus qu'un simple avion de transport dans la stratégie allemande actuelle. Les planificateurs militaires comptent sur cet appareil pour projeter la puissance aérienne allemande profondément dans les steppes russes, ravitailler les troupes avancées et bombarder les infrastructures soviétiques loin derrière les lignes ennemies. Perdre la capacité de production du Condor constitue un désastre stratégique majeur qui menace directement le succès de l'opération Barbarossa fraîchement déclenchée contre Staline. Les autorités réquisitionnent brutalement une grande partie des installations de Blohm+Voss à Hambourg pour compenser la destruction de l'usine de Brême. Les ingénieurs et ouvriers travaillant encore mollement sur le programme du BV-141 reçoivent l'ordre sans appel de tout abandonner pour se consacrer exclusivement à l'assemblage urgent des Condors. Walter Blohm proteste vigoureusement contre cette confiscation de ses moyens de production, arguant que son entreprise possède ses propres contrats militaires légitimes à honorer. Ces réclamations tombent dans l'indifférence totale. Le Reich, en guerre totale contre l'Union soviétique, ne tolère aucune discussion sur les priorités industrielles. Richard Vogt regarde impuissant son projet mourir, étouffé par les nécessités immédiates du conflit. Les 12B V141 version B, déjà assemblés, croupissent maintenant dans des hangars gardés où personne ne les utilise jamais. Quelques vols d'essai sporadiques continuent mollement pendant plusieurs mois pour maintenir les appareils en état technique minimal, mais aucune mission opérationnelle n'est planifiée, ni même envisagée sérieusement. Les pilotes assignés à ces vols de maintenance considèrent cette tâche comme une punition absurde et une perte de temps précieux qu'ils préféreraient consacrer à des entraînements utiles sur de vrais avions de combat. Les archives allemandes récupérées après la guerre révèlent qu'en réalité, 20 exemplaires du BV-141 furent produits au total, et non pas seulement 12, comme on l'a cru pendant des décennies. Ces 8 appareils supplémentaires restèrent probablement sous forme de cellules partiellement assemblées, jamais terminées, faute de moteurs disponibles et de volonté politique pour achever leur construction.
38 variantes différentes avaient été planifiées sur les planches à dessin, incluant des versions bombardiers légers, chasseurs nocturnes et même torpilleurs maritimes. Aucune de ces déclinaisons ambitieuses ne dépassa jamais le stade des croquis d'ingénierie. À mesure que la guerre tourne progressivement au désavantage de l'Allemagne entre 1942 et 1944, les BV-141 abandonnés subissent l'usure naturelle et le manque d'entretien. Certains sont cannibalisés pour récupérer des pièces détachées réutilisables sur d'autres appareils plus prioritaires. D'autres pourrissent simplement sous les intempéries dans des coins oubliés d'aérodromes secondaires. Quelques-uns sont détruits par des raids aériens alliés qui ne visaient même pas spécifiquement ces reliques inutiles, mais les pulvérisent par accident en bombardant les infrastructures environnantes. Quand les forces alliées envahissent finalement l'Allemagne, au printemps 1945, les soldats britanniques découvrent plusieurs épaves de BV-141 dispersées sur divers sites. Ces machines tordues intriguent énormément les experts en renseignement technique qui n'avaient jamais entendu parler de cet avion asymétrique bizarre pendant toute la durée du conflit. Au moins un exemplaire relativement intact est soigneusement démonté et expédié en Angleterre pour analyse détaillée par les ingénieurs de la Royal Air Force cherchant à comprendre les innovations aéronautiques allemandes. Les Américains mettent également la main sur au moins un autre spécimen, selon les entrées répertoriées dans la bibliographie des rapports scientifiques et industriels compilés par l'Air Material Command. Cet organisme militaire, chargé d'évaluer les technologies ennemies capturées, expédie l'avion aux États-Unis pour des tests approfondis visant à déterminer si certains concepts révolutionnaires pourraient être adaptés aux futurs designs américains. Les résultats de ces examens restent globalement négatifs concernant l'utilité pratique de l'asymétrie structurelle en aviation militaire. Aucun BV-141 ne survit jusqu'à aujourd'hui dans aucun musée mondial. Richard Vogt traverse les ruines fumantes de l'Allemagne vaincue en mai 1945 avec un sentiment étrange, mêlant soulagement et amertume profonde. Son chef-d'œuvre asymétrique n'a servi strictement à rien pendant 6 années de guerre totale. Mais au moins, cette inutilité complète lui évite d'être accusé de crimes de guerre, comme certains de ses collègues concepteurs d'armes dévastatrices. Les services de renseignement américains le repèrent rapidement, grâce à son dossier technique impressionnant malgré l'échec commercial du BV-141. Cet ingénieur brillant et obstiné, qui a osé défier toutes les conventions aéronautiques, intéresse vivement les Américains, cherchant à recruter les meilleurs cerveaux allemands avant que les Soviétiques ne les capturent. L'opération Paperclip bat son plein durant l'été 1945. Cette initiative secrète du gouvernement américain vise à extraire les scientifiques et ingénieurs allemands les plus talentueux pour les faire travailler aux États-Unis, en effaçant commodément leurs affiliations passées au régime déchu. Vogt accepte sans hésitation cette opportunité inespérée de continuer ses recherches sur des concepts aéronautiques non conventionnels, loin des décombres européens. Il embarque avec des centaines d'autres spécialistes allemands sur des navires militaires traversant l'Atlantique vers leur nouvelle vie américaine, emportant dans ses bagages des carnets remplis de croquis futuristes encore plus fous que le BV-141. Aux États-Unis, Vogt intègre rapidement les programmes de recherche aéronautique militaire travaillant sur des technologies révolutionnaires pour l'ère atomique naissante. Les stratèges américains, obsédés par la menace soviétique, envisagent des bombardiers à propulsion nucléaire capables de voler indéfiniment sans ravitaillement, tournant en orbite permanente au-dessus de l'Union soviétique en attendant l'ordre de larguer leurs charges atomiques. Ces projets complètement délirants séduisent immédiatement l'imagination fertile de Vogt, qui retrouve enfin un environnement encourageant l'innovation radicale plutôt que la prudence bureaucratique. Il dessine des appareils gigantesques dotés de réacteurs nucléaires embarqués, ignorant joyeusement les problèmes catastrophiques de radioactivité que subiraient les équipages exposés en permanence aux radiations mortelles.
Ces bombardiers nucléaires fantasmagoriques ne dépassent heureusement jamais le stade des études théoriques, avant d'être abandonnés comme techniquement irréalisables et stratégiquement suicidaires. Vogt rejoint ensuite Boeing comme consultant civil au début des années 1950, apportant son expertise unique en configuration asymétrique et solutions non orthodoxes aux défis aérodynamiques. Chez Boeing, il contribue discrètement à plusieurs programmes, sans jamais retrouver la liberté créative totale dont il jouissait chez Blohm & Voss. L'industrie aéronautique américaine reste fondamentalement conservatrice, malgré quelques expérimentations audacieuses, privilégiant les designs éprouvés plutôt que les paris risqués sur des structures tordues. Le BV-141 laisse paradoxalement un héritage théorique important malgré son échec opérationnel total et sa disparition complète sans aucun survivant préservé. Les ingénieurs aéronautiques étudiant ce cas fascinant après-guerre comprennent que l'asymétrie structurelle peut effectivement fonctionner si calculée correctement, même si les avantages pratiques restent marginaux comparés aux complications de production massives induites. Quelques projets expérimentaux américains et soviétiques des décennies suivantes explorent brièvement des configurations asymétriques pour des applications spécifiques, mais aucun n'aboutit à un déploiement militaire significatif. L'aviation moderne reste résolument attachée à la symétrie traditionnelle, qui simplifie drastiquement la fabrication industrielle et la maintenance opérationnelle. La leçon principale du BV-141 pour les générations futures d'ingénieurs tient moins dans sa réussite technique que dans l'illustration parfaite du gouffre séparant performance théorique et utilité stratégique réelle. Un avion peut voler magnifiquement bien tout en restant complètement inutile si son concept ne correspond pas aux besoins militaires concrets ou si sa production complexe consomme des ressources mieux employées ailleurs. Vogt avait prouvé brillamment qu'on pouvait construire un avion asymétrique stable et performant, mais il n'avait jamais répondu à la question fondamentale de pourquoi on devrait le faire plutôt que fabriquer 3 appareils conventionnels avec les mêmes moyens. Cette machine tordue qui défiait toutes les lois de la physique et volait quand même, restera éternellement comme le symbole ultime de l'ingéniosité gaspillée au service d'une solution cherchant désespérément un problème justifiant son existence. 20 exemplaires construits, 0 mission de combat, aucun survivant. Voilà le bilan complet du projet le plus bizarre de toute la Seconde Guerre mondiale. Si cette histoire incroyable vous a plu, n'oubliez surtout pas de laisser un like pour soutenir la chaîne, écrivez en commentaire quel avion étrange vous aimeriez découvrir ensuite et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires fascinantes sur les machines volantes les plus folles de l'histoire de l'aviation.